écoute leur point de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse quotidienne sur la situation de la COVID-19 au Québec. Prendront la parole aujourd'hui d'abord le premier ministre François Legault qui est de retour après une journée de congé bien méritée. J'espère que vous avez pu au moins vous reposer un peu. Oui. Également le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le conseiller médical stratégique à la direction de la santé publique, le Dr Richard Massé. Monsieur le premier ministre, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. D'abord, je veux remercier Geneviève Guilbeault de m'avoir remplacé hier, notre vice-première ministre. Comme vous le voyez, c'est le tour aussi à d'autres aujourd'hui de prendre congé. Donc, Dr Arruda est remplacé par le Dr Massé, qui, je comprends, était là avant le Dr Arruda. C'est un peu le professeur du Dr Arruda, donc on a confiance en lui. Puis, j'ai avec moi le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, parce que je veux vous parler un petit peu de l'après. Là, on s'en occupe déjà. Entre autres, on veut vous parler d'économie locale aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, vous avez un tableau sur l'écran. La compagnie Google a fait une étude de données dans les 50 États américains et les 10 provinces canadiennes pour voir où on respectait le plus la consigne de rester à la maison. Et comme vous le voyez, j'en suis très fier, l'État qui respecte le plus la consigne sur les 60 États et provinces, c'est le Québec. Donc, je suis vraiment fier des Québécois, fier de voir ces résultats. Je veux dire, bien sûr, bravo et merci à tous les Québécois. Puis, ce qui est surtout important, c'est que je suis convaincu que ça va sauver des centaines de vies. C'est pas juste une question de fierté puis d'être premier, c'est que ça va donner des résultats concrets. Donc, bravo, bravo, bravo. Maintenant, le bilan de la journée, malheureusement, c'est toujours difficile, mais on a 19 nouveaux décès, donc un total de 94. Donc, je veux bien sûr offrir mes condoléances aux familles, aux proches de ces victimes. On a maintenant 7 944 cas confirmés, une augmentation de 947. On a 525 personnes qui sont hospitalisées, c'est une augmentation de 47. Et on a 154 personnes parmi ces 525 qui sont aux soins intensifs. C'est une augmentation de 24. Bon, pour ce qui est des équipements, qui est quand même notre grande priorité, on a reçu des commandes hier pour des masques N95 et des gants. Donc, on est aujourd'hui à peu près à 13 jours pour ces deux items-là. Pour les masques de procédure et les blouses, il faut faire ça. Excusez. Pour les masques de procédure, là, ce qu'on appelle les masques chirurgicaux et les blouses, bon, on attend des commandes, mais on n'en a pas reçu vraiment pour l'instant. On a maintenant 7 jours de ces deux items. Je peux vous dire, entre autres, avec le ministère de l'Économie, qu'on garde toutes sortes d'alternatives pour fabriquer nous-mêmes au Québec ces équipements, parce qu'on s'attend quand même à ce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça risque d'être de plus en plus difficile à commander. Tous les pays dans le monde en cherchent. On regarde aussi certaines alternatives. Par exemple, les blouses, on est en train de regarder la possibilité d'avoir des blouses qui sont lavables, donc réutilisables après avoir été lavées. Donc, on essaie de faire preuve de créativité pour se préparer si jamais on manquait d'équipement. Bon, comme vous le voyez avec les chiffres aujourd'hui, on est toujours dans la pente ascendante. On espère, dans les prochaines semaines, atteindre un sommet. On va d'ailleurs vous déposer un scénario ou des scénarios après-demain, mardi. Mais il reste qu'on en a encore pour quelques semaines. Puis après, il va falloir s'assurer qu'on est dans la pente descendante avant de reprendre les activités normales. Donc,
aujourd'hui, je veux qu'on soit réaliste et j'annonce que les commerces puis les entreprises de biens non essentiels qu'on avait fermés jusqu'au 13 avril, qu'on repousse cette date au 4 mai. Donc, on se garde une marge, là. On espère, si c'est possible, de commencer à réouvrir avant de le faire, mais pour être réaliste, là, on se dit, ça va probablement aller jusqu'au 4 mai. Évidemment aussi, puis tantôt, Pierre pourra vous en parler, mais on se prépare déjà pour l'après. Donc, on va vouloir, quand la courbe va commencer à redescendre, quand on va avoir le OK de la santé publique, de réouvrir certaines entreprises où, entre autres, les employés peuvent travailler à distance. Donc, on travaille là-dessus. Pierre aussi travaille presque jour et nuit pour essayer de sauver le maximum d'entreprises québécoises. Et il va vous parler aujourd'hui d'un projet qui travaille avec un groupe d'entrepreneurs, de gestionnaires qui s'appelle le Panier Bleu. Et un beau projet, c'est un projet qui vise à regrouper sur la même plateforme numérique les produits québécois. Parce que ça va être un message qu'on va lancer de façon de plus en plus importante au cours des prochaines semaines, des prochains mois. C'est plus important que jamais qu'on change un peu les habitudes d'achat pour acheter québécois. Donc, sur cette plateforme, il y aura par région tous les produits québécois. Évidemment, il va y avoir un transfert de plus en plus, là, avec ce qui est arrivé, vers l'achat en ligne, vers les livraisons de produits. Donc, on veut s'assurer que le plus possible, les Québécois achètent des produits québécois. Et donc, le panier bleu, c'est ça que ça va viser. Là. Pierre va vous en parler tantôt, là, mais déjà, je veux commencer à sensibiliser les Québécois. Il faut acheter québécois, il faut acheter local. C'est important pour nos entreprises québécoises, puis c'est important pour nos travailleurs, travailleuses québécoises de ces entreprises-là. Mes remerciements du jour, bien, justement, les entrepreneurs. Je veux dire aux entrepreneurs québécois qui se retrouvent en difficulté actuellement que je comprends la situation dans laquelle vous êtes. Je peux comprendre que certaines sont découragés. Je sais ce que c'est. J'ai été moi-même entrepreneur. On travaille fort, on compte pas nos heures, on fait des sacrifices. Puis là, tout à coup, c'est pas votre faute. Il arrive cet événement, cette crise qui fait que vous dites, bien, toutes ces années-là sont perdues. Donc, je veux vous dire que Pierre et son équipe travaillent très fort pour qu'on sauve le maximum d'entreprises au Québec, puis qu'on soit prêt là, à vous aider quand on va repartir dans les prochaines semaines, que vous ayez tout ce qui est nécessaire pour relancer votre entreprise. Mais, justement, par contre, je dis dans quelques semaines, c'est important de ne pas relâcher nos efforts pendant les prochaines semaines. Si on relâche nos efforts, ça va juste retarder le moment où on va pouvoir revenir à une vie normale. Donc, la bataille est loin d'être finie. Je dirais même qu'on entre dans une autre phase encore plus critique dans les prochains jours, les prochaines semaines, une phase qui va être décisive dans la bataille. Notre objectif, là, la courbe monte, c'est vraiment qu'on réussisse à passer le cap puis à aplatir cette fameuse courbe. C'est pour ça là, qu'on élargit au 4 mai la fermeture des commerces, des entreprises, pour se donner le plus de chances possible qu'il y ait le moins de contact physique, le moins de transmission, de propagation de ce virus. Donc, je répète, en terminant, nos 3 priorités, autant que possible, puis vous le faites bien, on le voit, on reste à la maison. Si jamais on est obligé de sortir, on s'assure de toujours rester à 2 mètres, donc 6 pieds des autres personnes.
Puis quand on rentre à la maison, quand on revient, on se lave les mains avec du savon. Si tout le monde respecte ces consignes, on va sauver des centaines de vies. Donc, ça vaut la peine de faire ces efforts et je compte sur vous. Merci beaucoup. Maintenant, I would like to say a few words in English. Good afternoon. Quelques mots en anglais. Bon après-midi. Google a publié des données qui démontrent que les gens qui ont fait les efforts les plus intenses pour se distancier les uns des autres en Amérique du Nord sont les Québécois et les Québécoises, plus que toutes les autres provinces canadiennes et plus que tous les États américains. Alors, je veux féliciter la distanciation physique est l'arme la plus puissante que nous avons pour gagner ce combat. Afin de limiter la propagation et de sauver le plus de vies possible, j'ai annoncé aujourd'hui que nous étendons la fermeture des entreprises non essentielles jusqu'au 4 mai. Nous sommes prêts à redémarrer l'économie dans quelques semaines, mais j'insiste sur une chose. Si nous baissons notre garde, nous allons seulement reporter le moment où nous pourrons retourner à nos vies normales. Le combat est loin d'être gagné. En fait, nous rentrons dans la phase décisive de ce combat. Chaque geste compte plus que jamais. Chaque geste peut sauver des vies. Alors, je répète nos 3 priorités. Ne sortez pas à moins que c'est nécessaire. Si vous sortez de chez vous, gardez vos distances et quand vous revenez à la maison, lavez vos mains. C'est la façon dont nous allons réussir à sauver des vies. Merci à tous. Je vais maintenant passer la parole au ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Merci, M. Legault. Dr. Massé. Bonjour tout le monde. La prolongation de la fermeture des commerces et la plupart des opérations des entreprises jugées non essentielles va avoir des conséquences économiques et humaines. Je pense qu'on le sait tous. J'aimerais d'une part vous rassurer que le gouvernement est déjà en train de planifier la relance de l'activité économique du Québec. Et avec tous mes collègues ministres qui sont impliqués, on travaille fort sur ce dossier-là. Le MEI et Investissement Québec vont et peuvent accompagner les entreprises pour préparer cette relance des activités. Et on va le faire. Les programmes que le fédéral a annoncés, on doit reconnaître, sont puissants. Ils vont permettre d'avoir un tissu social et un tissu économique important, qui va nous permettre aussi de pouvoir être plus à l'aise et plus flexible pour aider nos entreprises. On regarde d'ailleurs déjà les effets spécifiques que la crise et que la fermeture auront sur chaque secteur d'activité important au Québec. Les impacts seront bien sûr très différents selon les secteurs. On prépare déjà une réouverture géographique, on prépare une réouverture sectorielle, on analyse plusieurs scénarios. Il y aura une récupération rapide dans certains cas, mais il y aura vraisemblablement une récupération qui va être différée dans d'autres cas. Il y a 3 phases d'évaluation que nous regardons. La première, évidemment, c'est celle d'opérer sous confinement. On est dedans présentement et il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont déterminées. On va préparer aussi ce qu'on appelle le rebond. On va devoir regarder les actifs stratégiques pour le Québec. On va devoir regarder la chaîne d'approvisionnement pour être sûr qu'elle soit efficiente. Et on va regarder aussi l'anticipation de quel va être le nouveau monde après la crise sanitaire. On va continuer, l'équipe de relance, à travailler avec des dirigeants d'entreprise, des experts qu'on a engagés, des économistes, des représentants sectoriels et des groupes d'affaires, autant patronales que syndicats, pour nous assurer qu'on est bien positionné pour repartir cette économie. Je vais vous dire un mot ou deux sur le panier bleu, le projet que nous annonçons aujourd'hui. Je pense que la crise sanitaire nous a permis de réaliser à quel point nous avons besoin d'une stratégie ambitieuse pour le commerce local et le commerce électronique au Québec. On va en faire une priorité. Toutes les initiatives annoncées un peu partout à travers le Québec sont inspirantes. Les Québécois et les Québécoises veulent participer à la relance. Il faut faire converger toute cette énergie-là. On encourage
toute l'initiative privée pour développer le commerce au Québec. Le panier bleu se veut un symbole fédérateur ou un collectif. Il ne compétitionnera pas avec le privé. Tout ce qui est un frein à la découvrabilité de nos commerces doit être amoindri. C'est pourquoi le panier bleu sera toujours un service gratuit, ouvert pour les commerçants et les citoyens. On souhaite que le panier bleu devienne aussi efficace que le symbole aliment du Québec l'a été dans les épiceries. Le commerce local est soutenu depuis longtemps par plein de belles organisations, comme les SDC, Sociétés de développement commercial, et les associations de marchands. Le panier bleu souhaite en faire des partenaires importants. Par exemple, 5 $ dépensés par semaine de plus ici par foyer, c'est 1 milliard de plus dans l'économie. Une initiative pour promouvoir le commerce local n'est pas une initiative contre le libre-échange. C'est une approche unifiée de communication pour permettre à nos petits commerçants de pouvoir tirer leur épingle du jeu face à des entreprises qui possèdent d'immenses ressources marketing. Je vous rappelle qu'au Québec, nous avons un déficit commercial de 20 milliards de dollars avec l'international. Alors, si on réduit nos importations de 10 milliards et qu'on augmente nos exportations de 10 milliards, nous serons quand même en équilibre et on a appris beaucoup de nos amis américains. Le panier bleu est un OBNL. Il n'est pas là pour faire de l'argent. Elle existe pour que nos commerçants en fassent davantage et par conséquence pour que tout le Québec soit plus riche. Le panier bleu a déjà une gouvernance exceptionnelle avec un conseil d'administration composé et à être composé de gens d'affaires aguerris qui connaissent l'industrie du détail, la technologie et le marketing, les 3 ingrédients clés pour son succès. On a recruté M. Alain Dumas, comme directeur général. Alain nous arrive avec 30 ans d'expérience en marketing, en commerce électronique et en opération de détail. Travaillé chez Aubainerie, chez Sobeys. Il a été aussi le président du CA, du Conseil québécois du commerce de détail. Nous avons aussi, sur le conseil d'administration, M. Sylvain Prudhomme. M. Prudhomme a 30 ans d'expérience au niveau du commerce de détail, où il a été PDG jusqu'à récemment de la société Lowe's Canada. A travaillé aussi chez Loblaws, Sobeys et Walmart. Et nous avons aussi M. Alexandre Taillefer, un entrepreneur connu. Le CA ne sera pas rémunéré. Et pour être clair, le panier bleu se veut d'alimenter toutes les plateformes existantes, locales et nationales. Le MEI va attribuer un budget à cette initiative. Et c'est important de comprendre que la grande majorité de cet argent ira vers sa production ou la production des médias québécois. On ne bâtira pas une bonne solution sans la promouvoir adéquatement. On va aussi faire vivre la plateforme Web Internet et nos experts en intelligence artificielle pourront nous aider à la gestion des métadonnées. Le développement de la première étape du panier bleu va coûter environ 250 000 $ pour les prochains mois. Le conseil d'administration de l'OBNL a une excellente réputation et je sais que chaque dollar sera géré avec grand soin. J'aimerais personnellement remercier la quinzaine de personnes qui ont travaillé sur ce projet. Toutes les heures à ce jour ont été données pro bono. Sous le leadership de 2 entrepreneurs québécois, ce projet a vu le jour, M. Alexandre Taillefer et Patrick Bibeau. Moi, je suis très excité de la création de ce collectif Panier bleu. On place une première pierre importante pour la fondation d'un projet de solidarité québécoise qui, j'espère, sera reconnu par tous les Québécois. J'aimerais, comme tout le monde le sait, ou j'ai remarqué que tout le monde le sait, que le premier ministre termine souvent ses interventions avec une pensée positive. Et je voulais faire un peu la même chose en vous disant qu'avec l'inventivité et la résilience reconnue des entreprises québécoises, je suis convaincu que ça va reprendre et on sera parmi les mieux positionnés. On va maintenant passer à la période des questions réservées aux journalistes. Et on commence aujourd'hui avec Isabelle Porter du journal Le Devoir. Oui, bonjour, Monsieur Fitzgibbon. Concernant le panier bleu, j'essaie de comprendre comment ça va fonctionner. Est-ce qu'on parle d'un site où seraient regroupées toutes les entreprises qui peuvent livrer? Quelle est la place de la livraison là-dedans? Puis, si c'est
si c'est le cas, est-ce qu'éventuellement le gouvernement pourrait soutenir les entreprises qui cherchent à se doter d'un système de livraison? Okay. Premièrement, je pense que c'est important de mentionner que le panier bleu n'est pas un site transactionnel. Le panier bleu se veut un répertoire, espérons, de tous les commerces, opérations québécoises qui peuvent faire du commerce électronique, d'une part, et d'autre part, permettre aux consommateurs de retrouver un inventaire de tous les produits qu'ils peuvent acheter en ligne. La transaction va se faire avec les sites respectifs des différents commerçants québécois. Mais sur la possibilité peut-être de soutenir les entreprises en termes de budget pour développer des services de livraison, parce qu'on voit en ce moment que les entreprises qui s'en tirent bien, c'est celles qui avaient déjà des services de livraison avant la crise. Est-ce que ça fait partie de vos stratégies là, pour les prochains mois? Oui, le panier bleu, il faut comprendre, c'est un OBNL. Le ministère de l'Économie, dans le programme d'aide aux entreprises, l'innovation est au cœur de notre focus et on a beaucoup de projets pour encourager les entreprises. Alors, le commerce de détail, traditionnellement, n'a pas été aidé par le gouvernement. Maintenant, il y a deux choses qu'on regarde. Est-ce qu'on peut aider les commerces à être plus innovants, commerce électronique, livraison, et est-ce qu'on peut réduire nos importations? Je pense que c'est un élément important aussi. Donc, on a le produit québécois qu'on veut favoriser et aussi le commerce québécois. Donc, l'OBNL se veut le cri de ralliement, se veut le point de chute. Mais en arrière de ça, il va falloir aider les entreprises. Hugo Lavallée de Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Donc, vous annoncez aujourd'hui une prolongation de la pause que vous aviez décrétée antérieurement. On a lu un peu au Québec, mais surtout dans la presse internationale ces derniers jours, des économistes, des chefs d'entreprise remettent en question ce genre de stratégie-là en disant que le tort économique que ça risquait de causer pourrait être encore plus important que les effets de la COVID-19. Dans cette chaise, il y a 25 jours, lors de la première conférence de presse, vous aviez dit que pour vous, c'était la santé d'abord et avant tout. Je voulais savoir, est-ce que ce sera donc toujours comme ça dans votre analyse, peu importe les effets économiques, ou vous pourriez reconsidérer les choses à la lumière de ces analyses économiques qui sont publiées? Bien, ce qu'on veut, c'est un équilibre, mais actuellement, tant qu'on est dans la montée de cette grande crise, c'est la santé qui compte. Quand la courbe va recommencer à descendre, puis des spécialistes disent on pourrait avoir une autre crise à l'automne ou dans les années qui viennent, bien là, il faut effectivement avoir un équilibre avec l'économie. Évidemment, la raison pourquoi on a mis tous nos efforts sur la santé, c'est pour qu'on se donne le temps que le réseau de la santé soit capable d'accueillir cette première crise importante, puis d'avoir assez de lits, avoir assez d'équipements pour être capable de recevoir cette première vague. Mais quand on va, à un moment donné, être en contrôle, quand ça va redescendre, puis qu'on va être en contrôle, même s'il y a d'autres vagues qui viennent, si le réseau de la santé est en contrôle, si on est capable, éventuellement même, d'avoir un médicament, un vaccin, bien là, on sera dans une autre partie, finalement. Et c'est ça qui est important de dire, là, c'est que moi, j'ai très hâte qu'on ait passé le sommet, puis là, on va commencer à regarder quelles entreprises, quelle organisation, est-ce qu'on réouvre les écoles, mais on va avoir passé le pic, le sommet de la crise. Puis on s'attend à ce que ce soit dans les prochaines semaines. Donc, une fois passé ce sommet, là, ça va devenir effectivement un équilibre entre, oui, la santé, mais oui aussi l'économie, parce qu'on a besoin de l'économie pour créer de la richesse, pour donner des services de santé et tous les services qu'on donne à la population. Mais là, la priorité, tant qu'on n'est pas au sommet, c'est la santé. Vous avez remercié tout à l'heure les entrepreneurs québécois. Or, il y a beaucoup de petits entrepreneurs, de petits commerçants qui se sentent lésés dans la situation actuelle parce qu'ils doivent fermer leur commerce alors que des géants comme par exemple Costco, Walmart restent ouverts. On craint dans certains cas que ça tue les PME du Québec. Est-ce que c'est pas un peu injuste comme situation en ce moment pour eux? Bon, il y a des situations où, par exemple, des grandes surfaces qui vendent de la nourriture ou de la quincaillerie qu'on a jugé essentielle peuvent avoir des départements qui vendent autre chose puis compétitionnent de façon injuste des petits commerces qui n'ont pas le droit d'ouvrir dans ces secteurs-là. Donc,
On essaie de suivre ça et de convaincre les grandes surfaces de s'en tenir aux biens essentiels. Mais comme le disait Pierre tantôt, c'est certain là, qu'il va y avoir une nouvelle façon de voir les choses qui va s'accélérer dans les prochains mois, les prochaines années. Puis il va falloir, puis on est prêt à le faire, notre gouvernement va aider à ce qu'il y ait le maximum de commerces qui vendent en ligne. Parce que, effectivement, je ne voudrais pas me retrouver dans une situation où les Québécois commandent sur un site américain des produits américains. Puis c'est... on parle de gros montants. Je ne sais pas si tu veux compléter, Pierre. Oui, mais peut-être aussi plus général pour les PME. Je pense qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a le programme de subvention de la masse salariale et le PCU. Donc, les deux programmes, je pense, créent un filet social pour les citoyens, je pense, qui est adéquat. On a aussi vu que le fédéral a annoncé le programme de 40 000 $ de prêts aux PME, qui va être fait de façon automatique parce qu'il est garanti 100% par le gouvernement fédéral. Nous avons annoncé au MEI, Investissement Québec, le programme avec les FLI, les fonds locaux d'investissement, avec les MRC. On a mis 150 millions la semaine passée. On a en plus Investissement Québec. M. Girard, mon collègue, a reporté les paiements d'impôts, on a reporté les paiements de la TVQ. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau des PME, je pense qu'on a créé un filet social qui va permettre que les gens puissent vivre dans les prochaines semaines. Et c'est sûr qu'à la relance, c'est là que le gouvernement du Québec doit intervenir de façon plus importante. Alors, moi, je suis très, très content de voir ce que le fédéral a fait parce qu'on a maintenant les munitions, puis on a le temps, puis on a la réflexion, puis on est là-dedans, de voir quand on va partir, il faut s'assurer que tout le monde puisse survivre. Peut-être qu'on va en échapper, là, mais je pense qu'en général, moi, je suis confortable. Puis tous mes collègues ministres, là, que ce soit la culture, que ce soit le tourisme, l'agriculture, tout le monde travaille à l'unisson, mais moi, je suis confortable qu'on a l'équipe pour le faire, puis on est attentif sur les enjeux qui vont prendre place dans les prochaines semaines, c'est sûr. Patrick Belrose du Journal de Québec. Bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre, vous demandez un grand sacrifice à nouveau aux Québécois, une autre 3 semaines de pause. Ça a un impact sur les salaires et les entreprises qui vont nécessairement mourir. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi les 2 premières semaines ont aidé? Parce que pour l'instant, on ne voit pas de recul dans le nombre de cas quotidiens. Donc, on peut se demander en quoi ça va aider de poursuivre cette prolongation. Bon. D'abord, il faut faire attention, comme j'ai déjà expliqué, quand on regarde juste le nombre de cas. Parce qu'on est parmi les États dans le monde qui testent le plus. Puis on a bien ciblé les personnes qu'on testait, les personnes qui étaient le plus à risque. Donc, c'est une chose, le nombre de cas. Moi, ce que je suis beaucoup plus, c'est le nombre de décès. Puis là, pour l'instant, moi, je suis convaincu, puis la santé publique pourrait le convaincre, que les mesures qu'on a prises depuis 2 semaines, puis on les voit confirmées par l'étude de Google, ça a permis de sauver des vies. Parce que quand on teste quelqu'un qui est positif, qui a besoin d'hospitalisation, qu'on le met rapidement sous respirateur, bien, on se donne des chances que cette personne-là soit guérie puis sorte du système. Si on n'avait pas testé cette personne-là, puis tout à coup, bon, elle aurait pu mourir, bien là, il y aurait eu plus de décès. Donc, le fait qu'on ait testé plus, puis qu'il y a eu plus de distanciation, donc les gens sont moins rencontrés. Moi, je suis convaincu, puis c'est aussi, puis vous allez le voir mardi, là, on va prendre certains pays qui ont commencé la crise avant nous, et puis vous allez voir sur les graphiques que jusqu'à présent, on fait mieux que la moyenne, entre autres sur les décès, pour où on est rendu dans la courbe. Puis c'est ça qui est le plus important. M. Massé, vous le voyez, dans le fond, le graphique est assez illustratif. Non seulement on est le premier, mais vous voyez que presque tout le monde le fait. Et on l'a fait très, très tôt. On le fait de façon très efficace. Donc, non, la courbe est en période d'augmentation, donc vous pouvez pas, vous n'êtes pas capable de dire qu'on a courbé ou aplati ce qu'on veut faire, la courbe encore. Ceci dit, ça prend à peu près 15 jours avant de voir l'effet. Et puis, certainement qu'on aurait eu une courbe encore beaucoup plus élevée si on ne l'avait pas fait. Donc, là-dessus, les études sont très, très bien. C'est ce qu'il faut faire. On le fait très bien. Eh bien, il faut s'occuper des endroits aussi où est-ce qu'on est vulnérable. Donc, il y a la courbe des cas. Et puis, c'est vrai que c'est dépendant des ressources qu'on met pour faire le dépistage, mais il y a les endroits où est-ce que la mortalité arrive, malheureusement. Puis ces endroits-là, il faut vraiment s'en occuper en priorité, ce qu'on fait au niveau des CHSLD, des résidences pour personnes âgées. Donc là, c'est sûr qu'il y a une emphase très particulière qu'il faut continuer. Et il va falloir continuer de façon durable, parce qu'on se pose la question, mais pourquoi continuer? Parce qu'essentiellement, si on relâchait maintenant,
bien là, on aurait une extension, une augmentation de la transmission qui serait vraiment néfaste pour les gens les plus vulnérables dans notre société. Ceci dit, on va peut-être devoir vivre avec ce virus-là pour un bon moment, puis il va falloir incorporer dans nos façons de faire des mesures de précaution pour limiter ce genre de transmission-là, qui vont arriver, mais qu'on va devoir apprendre à limiter. Je pense que le plus beau modèle, celui qu'on essaye tous de suivre, c'est le modèle de l'Allemagne. J'ai profité de ma journée de congé hier pour lire beaucoup. Et quand on lit sur... parce que l'Allemagne a beaucoup de cas confirmés, mais très peu de décès, beaucoup moins de décès que les autres pays en Europe. Puis quand on fouille, on voit deux choses. Ils ont fait beaucoup de tests, à peu près le même nombre per capita de tests que nous, et Mme Merkel a été très dure sur la distanciation. Elle a demandé, puis on sait que les Allemands sont des gens disciplinés, et bien là, ce qu'on voit, c'est que les Québécois aussi sont des gens disciplinés. Donc, si on est capable de se rapprocher du modèle puis des résultats de l'Allemagne, moi, je vais être le gars le plus heureux. Sur un autre sujet, il y a un arrêté ministériel ce matin qui offre une prime de 4 aux ambulanciers, alors que dans le réseau de la santé, il y a d'autres corps de métier qui ont obtenu 8 Pourquoi accorder seulement 4 aux ambulanciers alors qu'ils sont sur la première ligne et qui sont exposés au virus? Content de vous annoncer qu'on a réglé ça, puis on l'a mis à 8 hein? C'était toutes des questions faciles comme ça, là. Donc, ça va être 8 pour eux autres. Ce changement de situation? S'il vous plaît, on se limite à 2 questions, s'il vous plaît. Juste qu'il puisse expliquer. On va maintenant passer à une question de Jocelyne Richer de la presse canadienne qui nous a été envoyée par courriel. Les policiers peuvent désormais donner une amende de plusieurs milliers de dollars à toute personne participant à un rassemblement extérieur sans que le gouvernement n'ait jamais défini le mot « rassemblement ». À partir de combien de personnes parle-t-on d'un rassemblement? Exemple, un policier pourra-t-il donner une contravention à un couple qui discute avec un autre couple sur le trottoir s'il juge que la distance de 2 mètres n'est pas respectée? Ouais. Non, il n'y aura pas d'amende pour des couples qui se promènent un côté de l'autre sur le trottoir. Donc, ce qu'on a voulu pour accélérer les contraventions, c'est de conclure, entre autres, avec le SPVM et la Sûreté du Québec, de mettre en place une nouvelle façon de faire. Au lieu de donner un avis qui passe par le DPCP, on peut donner tout de suite la contravention. Bon, c'est maximum 1 000 $. Mais là, c'est une question de jugement. C'est un rassemblement, c'est un rassemblement, puis être à moins de 2 mètres, c'est être à moins de 2 mètres. Mais moi, je fais confiance aux policiers pour juger des cas qui méritent des amendes. Et justement, c'est le sujet de la deuxième question de Mme Richer. La grande latitude laissée aux policiers peut mener à des abus de pouvoir, à une dérive autoritaire dans une société démocratique. Faut-il s'inquiéter comme citoyen des pouvoirs arbitraires croissants octroyés aux forces de l'ordre? Bon, d'abord, c'est un pouvoir très temporaire pendant la durée de la crise. Et puis, je suis certain que la grande majorité des Québécois vont être d'accord pour que les policiers utilisent leur jugement puis donnent des contraventions aux personnes qui ne respectent pas les consignes. Moi, je fais confiance aux policiers. Alain Laforêt de TVA maintenant. Bonjour à vous, Monsieur le Premier ministre. Ma question va s'adresser au Dr Massé. Je vais vous laisser le temps de regarder votre cahier de statistiques si vous l'avez, parce que c'est un peu triste. On parle de gens décédés, mais c'est quand même important de comprendre. Sur les 94 décès que vous avez recensés, est-ce que ce sont des décès qui sont survenus dans les 24 dernières heures, dans des CHSLD, dans des hôpitaux ou à la maison? C'est quoi le portrait des gens qui décèdent actuellement au Québec? Bien, les gens qui sont décédés en CHSLD actuellement, ça correspond à peu près à 40 % des décès totaux qu'on a eus. Du côté des résidences pour personnes âgées, c'est à peu près 20 %. On a des gens qui sont aussi qui venaient de réseaux de soutien autres à domicile. Donc, vous voyez que la majorité, c'est des gens qui demeurent dans des résidences personnes âgées ou des CHSLD. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des éclosions dans ces milieux-là qui expliquent à peu près la moitié des décès, des éclosions de plus de 5 personnes. Et de ces éclosions-là, on en a recensé dans 25 établissements qui sont sur 11 000 établissements au total, là. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça a été concentré dans quelques endroits où est-ce qu'il y a eu une transmission qui était accrue. Et ça compte pour à peu près 60 % là,
de ce qu'on a comme décès, ces choses-là. Donc ça a été un phénomène important. Et c'est pour ça qu'on dit depuis le début que c'est quelque chose qu'il faut faire attention, que c'est quelque chose qu'il faut être très prudent, très précautionneux pour pas qu'il y ait d'introduction de personnes qui sont positives. Donc, on demande à tout le monde qui s'introduit, qui travaille là, de prendre toutes les précautions. Puis on demande aux gens qui sont dans les RPA qu'il n'y ait pas de regroupement, pas de gens qui vont prendre un café ensemble, pas de gens qui vont les voir non plus. C'est des conditions dures, très difficiles, mais je pense que c'est une mesure de protection qui est essentielle. M. Fitzgibbon, vous aviez lancé un programme d'aide aux entreprises. Vous en êtes où actuellement? Bon, vous venez d'allonger la pause de 3 semaines. Donc, il y a beaucoup de petites entreprises qui vont avoir énormément de difficultés pour se repartir. Votre pronostic là, au 4 mai est peut-être plus loin parce qu'on n'est pas rendu encore là. Écoutez, je pense que j'ai pas toutes les statistiques. J'ai celles qui passent par Investissement Québec. On a à peu près 400 demandes formelles qui ont été faites, qui peuvent additionner pas loin du milliard de dollars, mais il faut faire attention avec ces chiffres-là. Et il faut se rappeler aussi qu'on a encouragé les entreprises à aller voir leurs banquiers. Parce que, d'une part, le gouvernement fédéral a annoncé le 40 000 qui est 100 % garanti. Et pour les gens qui sont en haut du seuil, il va y avoir des garanties de prêt de 80 % qui est équivalent à ce que nous offrons à Investissement Québec. Donc, on a plusieurs entreprises qui sont en discussion présentement avec les banques. Et je dois dire que ça va très bien. C'était compliqué au début. Le programme fédéral a été annoncé un peu plus tard que le nôtre. Mais maintenant, je pense qu'il y a une bonne coopération entre les institutions financières et Investissement Québec, et d'autre part avec la BDC et EDC. Donc, je n'ai pas le montant total, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes, puis je m'attends à ce qu'il y en ait d'autres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a aussi ajouté au filet en incluant 150 millions qui étaient pour être mis en disponibilité pour les prêts en bas de 50 000 dans les municipalités, dans les MRC, via vraisemblablement les FLI, les fonds locaux d'investissement qui sont présents dans chacune des MRC. Tommy Chouinard de La Presse. Bonjour. D'abord, Monsieur le Premier ministre, j'aimerais connaître l'impact de la décision de prolonger de 3 semaines la fermeture. J'aimerais connaître l'impact estimé sur l'économie du Québec et l'impact également sur les finances publiques, alors que le ministre des Finances nous disait il y a quelques jours que la facture de l'ensemble des mesures, là, on était à 18 milliards. Bien, à un moment donné, on pourrait effectivement faire une règle de 3 là, sur ce qui avait été calculé pour les 3 premières semaines. Mais actuellement, comme je le disais depuis le début, c'est pas une question économique, c'est d'abord une question de santé. Puis nous, on veut s'assurer que d'ici à ce qu'on reprenne le contrôle de l'augmentation des cas, des décès, c'est-à-dire quand ça va se stabiliser et commencer à être réduit, bien qu'on mette l'argent qui est nécessaire. Maintenant, on est bombardé de commentaires actuellement. Il semble que le site du panier bleu soit déjà surchargé. Mais lorsque vous évoquiez l'idée d'une réouverture là, au 4 mai, j'aimerais comprendre, vous parliez de secteur, de région. Pour vous, Monsieur le Premier ministre, là, qu'est-ce qui va être prioritaire de rouvrir? Là? Qu'est-ce qui vous vient en tête là, prioritairement? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se posent des questions à ce sujet-là. Bon, d'abord, on va avoir des conversations avec la santé publique, mais je pense qu'on peut s'imaginer que les entreprises qui sont capables de fonctionner avec des employés qui restent à 2 mètres les uns des autres, bien, ils vont être privilégiés. Les régions ou les sous-régions où il y a moins de cas, où les cas sont en baisse plus rapidement, mais peuvent être aussi les premières à être réouvertes. Donc, mais c'est la distanciation puis le nombre de cas. Mais tant qu'on n'aura pas vu une baisse du nombre de cas, on ne peut pas penser réouvrir. Je vais poser une question maintenant à mon tour. Monsieur Legault, on parlait, je vais poser cette question-là, je pense que c'est vendredi, sur l'avenir. Qu'est-ce qui devra se passer en termes d'autonomie pour le Québec? Vous avez parlé, entre autres, d'autonomie alimentaire. Vous avez parlé... Est-ce que vous avez mandaté votre équipe économique de trouver des solutions, justement, pour s'assurer qu'on n'ait plus ces pénuries-là? Est-ce qu'il y aura de l'aide, par exemple, pour faire en sorte qu'on fabrique des appareils ou des équipements médicaux qui ne sont pas fabriqués au Québec en ce moment pour des raisons de coût qui sont faits en Asie? Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir
modèle là, pour faire en sorte de ne plus dépendre des pays asiatiques. Oui, absolument. Puis je pourrais laisser Pierre compléter. Mais entre autres, il y a 2 secteurs où on voit que c'est très important d'être plus autonome. Le secteur des équipements médicaux, j'ajouterais même des médicaments, médicaments génériques. Il faut être capable en santé là, d'être autonome. L'autre secteur qu'on voit là, qui est essentiel, c'est de nourrir le monde. Donc, on ne pourrait pas s'imaginer demain matin que si pour toutes sortes de raisons, on arrête de recevoir des fruits et des légumes qui viennent du sud des États-Unis l'hiver, qu'on n'ait pas assez de nourriture pour tout le monde. Donc, toute la chaîne alimentaire, de l'agriculteur, en passant par le transformateur, puis au commerce de détail, ça devient critique. Donc, c'est 2 exemples de secteurs où on doit être plus autonome. On parle aujourd'hui du panier bleu, puis éventuellement des livraisons. C'est certain là, que dans le nouveau monde dans lequel on va vivre, il va y avoir de plus en plus de produits qui vont être livrés. Donc, il faut avoir une infrastructure informatique, il faut avoir des livreurs. On a, bon, déjà Post Canada qui en fait un bout, mais on va falloir développer tout le secteur de la livraison. Donc, c'est des exemples, là, puis oui, Pierre est en train de regarder secteur par secteur avec des experts, justement, des prévisionnistes là, qui déposent toutes sortes de documents là, que moi je lis la nuit, que toi tu lis le jour peut-être, Pierre, mais peut-être tu peux en parler un petit peu plus. Là. Ouais, peut-être très, très spécifique. Je pense que le terme approvisionnement stratégique prend tout son sens avec la crise qu'on vit actuellement. Alors, si je réfère spécifiquement au matériel médical, on sait qu'on a des problèmes avec les N95, les masques de procédure, les blouses, les gants, les 4 produits principaux. Au ministère de l'Économie, notre fonction, c'est de regarder les compagnies québécoises qui peuvent produire. Certaines vont pouvoir le faire rapidement, d'autres moins. Et on a présentement à peu près 80 entreprises québécoises qui ont montré un intérêt et une capacité à produire ces matériaux-là. Alors, c'est sûr qu'on va vouloir, d'une part, essayer le plus vite possible d'être autosuffisant, et d'autre part, je pense que la crise sanitaire qui va se terminer bientôt, il pourrait y en avoir d'autres dans le futur. Alors, je pense qu'on peut confirmer a priori qu'il y a des bonnes chances qu'on puisse être autosuffisant dans ces produits-là pour la prochaine crise, s'il y en a une. Le problème en sous-question que je vois à ça, c'est que, évidemment, quand la crise sera passée puis qu'il y aura moins de demandes pour ces produits-là, ces entreprises-là vont probablement cesser la fabrication puisqu'ils vont avoir de la compétition venant d'Asie qui va produire le même matériel qu'eux, mais à moindre coût. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une politique d'approvisionnement gouvernemental pour les achats et permettre de faire vivre ces manufacturiers-là, tout en étant conscient que ça coûte plus cher, évidemment, que les produits qui sont faits dans d'autres pays? On a 2 genres d'entreprises. On a des entreprises qui vont convertir leur opération pour faire des produits. Alors, vous avez raison, dans ce cas-là, ils vont probablement retourner à leur ancienne mission. Mais je veux dire tout de suite qu'on est en discussion très avancée avec une entreprise qui va faire seulement des masques en permanence et qui vont pouvoir les exporter. Alors, je pense qu'on doit, comme gouvernement, regarder l'approvisionnement stratégique. Puis, M. Legault a parlé aussi des médicaments. Nous sommes déjà en discussion avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie pour voir nos sociétés de fabrication de médicaments, comment est-ce qu'on va, de façon systémique, s'assurer qu'on va avoir un approvisionnement dans tous les cas d'espèces. Alors, c'est clair que la crise sanitaire qu'on vit présentement réveille le monde et on veut définitivement empêcher ou être autosuffisant dans la mesure du possible, mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont effectivement retourner à leur ancienne vocation après. Deux commentaires additionnels. Bon, d'abord, les ministères vont devoir être davantage des modèles pour l'achat local. Donc, on demande aux Québécois d'acheter local, mais il va falloir s'assurer, tout en respectant les lois internationales, que nos ministères achètent davantage des biens et des services de façon locale. Bon. Pierre parlait tantôt du déficit commercial de 20 milliards. On peut penser que certaines de nos exportations vont faire face à un peu plus de protectionnisme dans les prochaines années. Donc, pour compenser le fait qu'on a déjà 20 milliards de déficit commercial et qu'on risque peut-être de voir une baisse de nos exportations à cause du protectionnisme, il va falloir, nous, faire la liste, c'est ça qu'on est en train de faire, de toutes nos importations, incluant les importations d'Asie,
puis de voir comment on peut aider nos entrepreneurs à fabriquer ici ces produits-là qu'on importe pour garder une balance commerciale là, qui est la plus en équilibre possible. Merci. On va maintenant passer aux questions en anglais. On va commencer avec Julia Page de la CBC. Yes, hello, good afternoon to the three of you. Alors, bon après-midi à vous trois. Hier, un gardien de sécurité à Sherbrooke a été impliqué dans un accident dans un stationnement de Walmart. Il a été présumément frappé par la voiture d'un client qui s'est fait refuser l'entrée dans ce magasin. On entend aussi parler d'employés de supermarchés qui nous disent que les gens sont de plus en plus nerveux et impatients. Alors, avec 3 semaines supplémentaires, êtes-vous préoccupé par la paix sociale au Québec et qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que les gens de première ligne sont en sécurité? L'information que j'ai eue à propos de Sherbrooke était qu'il y avait 2 personnes qui voulaient se rassembler dans le magasin et ils se sont fait dire qu'ils devaient être seuls à l'intérieur du magasin. Le monsieur a utilisé sa voiture pour frapper le gardien. Alors, c'est dommage, mais il est fou dans notre société. Il y en a quelques-uns. Et je n'entends pas dire que ça n'arrive pas beaucoup au Québec. C'est dommage. Évidemment, c'est inacceptable ce qui est arrivé à Sherbrooke. Mais ils avaient déjà un garde. Et c'est le garde qui s'est fait frapper par ce fou. Alors, que peut-on faire contre ça? Une question pour M. Fitzgibbon. Les propriétaires d'entreprises au Québec apprennent aujourd'hui qu'ils ne seront pas en mesure de réouvrir avant le 4 mai. Pouvez-vous expliquer ce que ces compagnies peuvent s'attendre ou ces sociétés peuvent s'attendre à recevoir comme soutien? Quand seront-ils en mesure de réouvrir graduellement, dépendamment des régions? Pouvez-vous expliquer? Oui, on peut... il faut faire la différence entre les entreprises moyennes et les petites, très petites entreprises. Le gouvernement fédéral a annoncé les subsides, le soutien pour la compensation des salaires ou les prestations d'urgence avec les prêts de 40 000 $ qui vont être garantis en entier par le gouvernement fédéral. Nous avons ici au Québec ajouté 150 millions d'aides. Alors, je pense qu'on peut offrir des liquidités aux sociétés en difficulté pour les 3 prochaines semaines. Nous avons reporté le paiement des taxes de vente et des impôts. Alors, généralement, je crois qu'on est en bonne position. Il va falloir se préoccuper du paiement des loyers. Le 1er mai s'en vient. Certaines compagnies, certaines sociétés fonctionnent, sont encore en opération pour les services essentiels, mais la réouverture va être plus lente, mais je ne pense pas que personne ne s'attendait à ce qu'on réouvre le 15 avril. Tout à fait. Et nous allons débloquer des fonds de 2,5 milliards pour soutenir ces compagnies. Avec les mesures fédérales, je crois qu'on a assez de ressources. On a amplement de ressources pour offrir des liquidités à ces compagnies. Alors voilà pour le point de presse quotidien du gouvernement du Québec, en compagnie du premier ministre François Legault, du ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon et du docteur Richard Massé de la Santé publique. On retrouve à Québec notre collègue Alex Boissonneau. Donc, Alex, mesure très importante.